Dans ce diaporama, nous allons voir l'organisation des annélides. Donc, les annélides appartiennent au groupe des protostomiens. Donc, je vous rappelle que ce sont les individus dont le blastopore forme la bouche en premier. Et les protostomiens appartiennent à un ensemble qui sont les bilatériens, c'est-à-dire les animaux à symétrie bilatérale, qui sont également triblastiques, puisqu'ils sont formés de 3 feuillets, le mésoderme, l'endoderme et l'ectoderme. Donc il y a le mésoderme en plus, par rapport aux cnidaires et aux spongiaires par exemple. Ce mésoderme, on l'a déjà vu aussi chez les arthropodes, qui sont aussi des protostomiens. Alors je vous remonte l'arbre. Donc les eucaryotes métallures, donc les animaux pluricellulaires, on a étudié donc les spongiaires et les cnidaires, qui sont les métazoaires, on va dire basaux, qui sont donc diblastiques, mais ce groupe est paraphylétique puisqu'il oublie une partie des descendants. Et cette partie des descendants qui nous intéresse, ce sont les bilatériens triblastiques. Au sein des bilatériens, donc vous avez les protostomiens, ce sont les animaux qui vont avoir un squelette externe s'ils ont un squelette. Le blastopore, donc, qui est l'orifice qui se forme en premier au cours du développement embryonnaire, formera la bouche. Et le système nerveux est en position ventrale, quels que soient les animaux. Alors après, vous avez les deutérostomiens qu'on étudiera beaucoup moins, juste pendant une petite demi-heure. Les deutérostomiens, ce sont en fait l'ensemble des animaux qui vont avoir un système nerveux dorsal, donc nous sommes des deutérostomiens. Et si il y a un squelette, ce squelette est interne, donc c'est un endosquelette. Donc là, nous sommes chez les protostomiens. Donc les annélides, au sein des protostomiens, elles appartiennent à un groupe différent des arthropodes. Donc les arthropodes étaient dans les ecdysozoaires, donc ce sont des... Là, ici, ce sont les lophotrochozoaires que l'on va étudier. Et dans les lophotrochozoaires, vous avez les annélides et les mollusques. C'est pour ça que je les regroupe dans le cours. Donc au départ, on les regroupait sur le partage de caractères dans certaines espèces qui étaient la présence d'une larve commune. La larve véligère chez les mollusques ou trochophore chez les annélides se ressemblent. Mais après, ce regroupement a été confirmé par la phénétique en faisant donc des analyses génétiques. Donc dans les annélides, vous avez par exemple le ver de terre, le lombric et la néréis. C'est ce qu'on peut utiliser par exemple comme appât de pêche. Et donc on va voir quelles sont leurs caractéristiques communes. Et ensuite dans un travail pratique que vous avez fait, donc vous avez vu les différentes sous-familles et les caractéristiques de ces sous-familles. Donc c'est ce qu'on va reprendre ici en correction. Ces animaux, ce sont des bilatériens triblastiques, donc ils ont un mésoderme. Ils ont une symétrie bilatérale, donc c'est-à-dire qu'on peut couper l'animal en deux selon un axe de symétrie qui passe ici au centre de l'animal dans l'axe antéro-postérieur. Ils ont un système nerveux ventral, donc ça c'est ce qu'on appelle hyponeurien. Donc ça c'est caractéristique de tous les protostomiens. Et donc la caractéristique qu'on va retrouver chez ces vers par rapport aux arthropodes, c'est qu'ils sont métamérisés et annelés, donc leur corps est divisé en différents segments qui vont plus ou moins fusionner et varier selon les espèces. Et il n'y a pas de squelette externe, donc le corps est mou et vermiforme. Donc ça c'est la caractéristique de tous les annélides. Donc là vous voyez on diffère vraiment des exosquelettes que l'on trouve chez les arthropodes. Donc vous avez le ver de terre, la néréis, la rénicole. La rénicole, c'est ce qui est à l'origine des petits tortillons que vous avez sur le sable quand vous allez vous balader. Donc en fait, c'est un animal qui vit enfoui dans le sable humide et donc qui va rejeter, en mangeant le sable, il va rejeter le sable comme des excréments. Et puis vous avez la sangsue que vous connaissez, qu'on utilise pour l'irudinothérapie, donc l'équivalent des ventouses avant, donc pour purifier le sang puisqu'elles mangent le sang grâce à une modification de leur appareil buccal qui s'est transformé en ventouse qui aspire le sang. Donc si je reviens sur ces caractéristiques générales à tous les groupes, en fait, le corps est divisé en 3 parties. Donc la tête, qui va être plus ou moins développée, le tronc et le pygidium qui possède des cercles qu'on trouve à l'extrémité à rôle sensoriel. Donc ce tronc, on voit bien qu'il est métamérisé et qu'il est annelé. Donc qu'est-ce que c'est la différence entre annelé et métamérisé? Annelé, c'est juste le fait qu'à l'extérieur du corps, on voit qu'il y a une division en segments.
Et métamérisation, c'est que cette division en segments, elle se fait aussi à l'intérieur du corps. Et en fait, on a une répétition, et là on le retrouve très bien pour notamment les reins, enfin l'équivalent fonctionnel des reins. On a une répétition des organes le long de l'appareil du tronc. Donc par exemple, il va y avoir une paire de reins, donc on appelle les néphridies, c'est pas tout à fait pareil que des reins, à chaque métamère. Donc les métamères sont séparés les uns des autres par des petites séparations que l'on appelle les dissépilements. Donc cette métamérisation, elle est bien interne, c'est-à-dire cette répétition, elle est bien interne, au-delà de l'aspect extérieur, qu'on appellerait juste l'annélation. Donc le corps est divisé en 3 parties. Donc chez les insectes, par exemple, on avait vu qu'il y avait la tête, le thorax et l'abdomen. Ici, c'est la tête qui va contenir plus ou moins d'organes sensoriels, le tronc qui va être métamérisé avec une altération ou non de la métamérie, et le pygidium qui contient donc des cires caudaux à rôle sensoriel. Donc au départ, on considère que l'ancêtre commun de tous les annélides avait des métamères qui étaient identiques le long du tronc, et c'est ce qu'on appelle une métamérie homonome. Homos, c'est le même. Et donc il y avait des parapodes avec des extensions qui peuvent être perdues au cours de l'évolution chez certaines catégories. Donc les parapodes, ce sont des petites pattes, on verra, des extensions en fait du tégument qui contiennent des vaisseaux sanguins, donc ça va permettre la respiration tégumentaire, et contiennent également des petits fils qu'on verra, qu'on appelle les soies. Ces soies en fait sont un des arguments de la classification. Plus il y a de soies, donc s'il y a beaucoup de soies, c'est des polychètes. S'il n'y a pas beaucoup de soies, ce sera des oligochètes. Et s'il y a perte des soies au cours de l'évolution, ce sera des achètes. Donc chète, c'est la soie. Cette métamérie homonome que l'on dit primitive, c'est-à-dire qui était possédée par l'ancêtre commun, a pu être altérée au cours de l'évolution. Les animaux qui ont une modification de leur métamère, finalement, ce sont les animaux qui sont apparus plus tard au cours de l'évolution. Ça ne veut pas dire plus évolués, juste qu'ils sont apparus plus tard. Ce sont des caractères plutôt dérivés, qui correspondent à une adaptation au milieu de vie, notamment. Donc, par exemple, une altération des métamères du bout de la sangsue, ça va être la formation de ventouses à l'arrière et à l'avant de l'animal pour adhérer sur leur proie. L'arénicole, vous voyez, elle a des petits bourrelets ici. En fait, c'est des extensions qui correspondent à des branchies. On va les retrouver que dans une partie du corps, pas l'autre partie. Donc ça, c'est lié à son mode de vie. Elle va vivre enfouie, mais en forme de U dans le sol. Et donc finalement, cette partie-là, c'est celle qui sera la plus basse et qui aura, même lors de la période de mer basse, on peut considérer que cette partie-là sera toujours dans l'eau. Et puis le lombric, par exemple, on a chez les lombrics matures, maturité sexuelle, ce petit bourrelet qu'on appelle le clitellum et qui est un organe d'accouplement entre deux vers qui sont hermaphrodites et qui vont échanger leurs spermatozoïdes. Donc si on regarde une coupe de métamère, donc le système nerveux, il est ventral, donc vous avez des ganglions nerveux qui sont ventraux. Et le système sanguin, il est dorsal avec le tube digestif entre les deux. Donc ça, c'est une organisation hyponeurienne. Donc ça, c'est vraiment caractéristique des protostomiens. Et donc chaque métamère va contenir ce tube digestif au centre qui est formé d'endoderme, des muscles qui vont permettre la motricité. Donc on a des muscles en haut qui font le tour du corps et des muscles qui vont plutôt de l'avant vers l'arrière de l'animal. Donc c'est des muscles du coup longitudinaux. On va également avoir des cellules reproductrices. Alors ces cellules reproductrices, en général, elles baignent dans cette cavité-là qui est remplie d'un liquide qu'on appelle le cellome. Donc elles baignent dans les sacs célomiques et elles seront libérées à maturité sexuelle dans le milieu extérieur. Donc ça, c'est vraiment le plan d'organisation de l'anéréis. Et après, il va y avoir des évolutions de ce plan d'organisation au cours de l'évolution. Mais donc là, on part sur l'anéréis. Et puis, vous allez avoir des organes pairs, c'est-à-dire des organes qu'on va retrouver par paire. Donc, vous avez les néphridies. Donc, les néphridies, ce sont des petits néphrons, l'équivalent de néphrons, qui vont filtrer le cellome et envoyer les déchets dans le milieu extérieur. Donc, normalement, il y en a un de chaque côté, mais de l'autre côté, ça n'a pas été représenté. Donc, le cellome, je vous rappelle que c'est une cavité qui a été creusée dans le mésoderme. Donc, c'est un trou dans le mésoderme. Enfin, c'est un liquide qui remplit la cavité célomique. Et la cavité célomique, c'est un trou dans le mésoderme. Et donc le mésoderme, c'est le feuillet intermédiaire entre le tube digestif
et l'épiderme. Donc c'est ce qui va constituer les muscles, notamment le système circulatoire. Et donc si on fait une coupe longitudinale du corps, on voit que, vous voyez, donc il y a des muscles qui vont tout le long du corps, donc qui sont dessous. Après il y a des muscles circulaires qui sont au-dessus. Et là, donc en blanc, c'est le cœlome. Et le cœlome est séparé par des cloisons qu'on appelle les dissépiements. Donc, ce qui fait que chaque métamère fonctionne un petit peu séparément les uns des autres. Donc voilà pour ces organes pairs. Donc vous avez également donc, les ganglions nerveux, on va en trouver à la base de chaque métamère. Donc les néphridies qui sont ces organes d'excrétion et les sacs célomiques. Et enfin, bien sûr, les parapodes. Donc les parapodes, ce sont des organes qui vont permettre notamment la respiration et le déplacement. Donc la respiration parce qu'il y a une irrigation de ces parapodes. Et ces parapodes portent des longues extensions qu'on appelle les soies, d'où le terme de polychètes parce qu'elles sont nombreuses. Donc tous les animaux annélides ont un système circulatoire clos. Si vous avez disséqué votre écrevisse, on n'a pas vu d'hémoglobine dedans, il n'y avait pas de pigment respiratoire de type hémoglobine, donc on n'a pas vu de rouge. Par contre là, le sang va être rouge et il ne se mélange pas à la lymphe et au sébum, donc c'est vraiment du sang. Et il n'y a pas de cœur, par contre c'est le vaisseau dorsal qui a la paroi contractile et qui va appuyer sur le sang pour le faire se déplacer. Et ce vaisseau dorsal contractile va ensuite se ramifier dans les parapodes, et donc il va y avoir un échange gazeux respiratoire d'oxygène et de CO2 entre ce sang et le milieu extérieur, et c'est ça qui va permettre la respiration. Et ensuite le sang va revenir au vaisseau ventral, qui va donc le refaire circuler, mais cette fois-ci d'avant vers l'arrière. Donc la respiration est tégumentaire, on dit que c'est une respiration cutanée ou tégumentaire. Au niveau de l'appareil digestif, on commence à voir donc une fonctionnalisation de différentes parties du tube digestif. Il y avait ça également chez le criquet, mais on n'a pas étudié. Donc notamment, on va avoir le jabot, gésier, l'intestin. Donc c'est des organes qui vont contribuer à broyer les proies, notamment pour le gésier. C'est très musculeux. C'est un peu comme on va dire un estomac. Donc on a par contre peu de glandes, c'est-à-dire que vous n'avez pas de pancréas, vous n'avez pas de foie qui va sécréter des sels biliaires par exemple, donc c'est beaucoup plus simple. Alors quand on dissèque un lombric, on n'a pas pu le faire, mais vous verrez que le tube digestif, si je vous mettrai une photo, il est entouré de jaune. Et en fait ce jaune, c'est un tissu qui accumule les déchets qu'on appelle les cellules chloragogènes. Et ces cellules, en fait, c'est une sorte de rein, parce que ça participe à l'élimination des déchets du corps, mais ce sont des reins d'accumulation, enfin c'est des organes d'accumulation des déchets. Donc quand je dis rein, c'est vraiment en termes fonctionnels, on n'appelle pas ça des reins, mais en tout cas la fonction, ça va être de fixer les déchets. Et donc vous voyez, on a une collerette de cellules, donc le tube digestif est là, et on a une collerette de cellules qui viennent en fait stocker les déchets. Et une des caractéristiques d'une espèce, par exemple la sangsue, c'est qu'elle va aspirer le sang, donc il ne faut pas que le sang se coagule, et donc elles vont sécréter une molécule qu'on appelle l'irudine anticoagulante, et elles vont stocker le sang dans de nombreux compartiments du système digestif pour le mettre en réserve en fait. Donc ça c'est vraiment caractéristique de ce type d'espèce. Et donc c'est pour ça que ces espèces, on les appelle les irudinés, parce qu'ils sécrètent donc de l'irudine, qui est une molécule anticoagulante. Donc là, ce que je vous ai montré uniquement, c'est le système digestif du lombric. Alors, au niveau de la séparation entre les groupes, on va distinguer donc les polychètes, les oligochètes et les achètes ou irudinés. Donc les polychètes contiennent des parapodes le long de leur métamère. Ces parapodes, ce sont des extensions latérales du tégument qui vont servir à la nage, au déplacement, à la respiration. Et il y a de nombreuses soies, d'où le terme polychète, plusieurs soies. Et ils n'ont pas de clitellum pour se reproduire, puisque ce sont des animaux gonochoriques qui ne vont pas échanger leurs gamètes. Ensuite, vous avez les oligochètes. Donc les oligochètes, ils n'ont pas de parapodes, ils n'ont plus de structure sensorielle au niveau de la tête, parce que leur régime alimentaire c'est de manger de la terre, donc il n'y a pas besoin de prédation, donc la sélection naturelle n'a pas sélectionné des organes pour
pour faire de la chasse, on va dire. Et donc ils possèdent peu de soie. Il n'y a plus que 2 rangées de soie. Elles sont difficiles à voir en plus, mais il y en a quand même. Donc oligo, peu, quand vous mangez des oligo-éléments. Oligo, quête. Et donc il possède un clitellum qui va permettre donc l'échange de gamètes. Donc le clitellum, c'est le petit côté rembourré, renforcé. Voilà, donc vous avez le lombric. Et puis vous avez les érudinés ou les akètes. Donc eux, ils ont plus de parapodes et ils n'ont plus de soie. Donc en fait, ça, au cours de l'évolution, c'est une perte. Donc vous voyez qu'on peut avoir des caractères dérivés, donc des apomorphies qui sont des pertes. Et donc l'absence de parapodes et l'absence de soie sont des pertes. Et donc on va avoir par contre une modification par sécrétion d'irudine, d'où le terme irudiné. Faisons un petit zoom chez les polychètes. Vous voyez, donc la tête, vous l'avez regardé dans le TP, donc la tête de polychète peut être très développée, notamment chez la Néréis. Donc il va y avoir un regroupement d'organes sensoriels dans une zone à l'avant du corps, et c'est ça qu'on appelle la céphalisation. Et du coup, les différentes informations vont être traitées par des ganglions qui sont regroupés à l'avant de l'animal, aussi des ganglions nerveux dans la tête, et donc ce sera un mini-cerveau, donc ce sera une cérébralisation. Donc en général, la céphalisation s'accompagne de la cérébralisation. Mais cette céphalisation, elle peut être perdue au cours de l'évolution, mais les ganglions nerveux vont toujours rester, donc il n'y aura plus de céphalisation, mais il y aura toujours une cérébralisation. Donc il y a des crochets pour des mâchoires pour attraper la proie, des palpes, des cires tentaculaires pour l'aspect olfactif et toucher, et il y aura également des ocelles pour permettre de voir, donc c'est des yeux rudimentaires. Et la trompe peut se dévaginer, donc c'est une partie du tube digestif. Le pharynx en fait va se dévaginer pour aller capter la proie, et en fait le pharynx porte les mâchoires. C'est comme si donc vous aviez au niveau de votre gorge les dents. Donc il faut sortir votre gorge pour aller capter la proie, et les dents sont au niveau de cette gorge. C'est un peu particulier. Ça fait un peu peur au microscope. Donc le système nerveux, c'est organisé pour traiter les informations qui viennent de ces organes sensoriels, des antennes, des palpes, des yeux, l'organe nucal. Et donc on a un regroupement de neurones pour former des ganglions. Et ces ganglions, il y en a 2-3 qui sont fusionnés, c'est ce qu'on appelle les ganglions cérébraux. Donc on a une cérébralisation. Après, comme chez les arthropodes, on a des connectifs qui passent de part et d'autre du tube digestif. Et le système nerveux va comme ça pouvoir se retrouver en position ventrale. Et donc on va avoir une paire de ganglions le long du système des différents métamères. Alors chez les oligochètes et les akètes, il va y avoir une perte de la tête, c'est-à-dire des organes sensoriels qui forment la tête, parce que c'est lié à leur régime alimentaire. Donc il n'y a plus de céphalisation, mais on a quand même une cérébralisation. Et les akètes, eux, vont transformer leur bouche en ventouse pour pouvoir donc faire de l'ectoparasitisme, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer à l'extérieur, ecto, sur la proie, et aspirer le sang. Ils sont des parasites du sang. Et vous voyez, donc ils ont un tube digestif qui est formé de plein de diverticules, en fait, c'est-à-dire des petits sacs dans lesquels vont s'accumuler les différents bains de sang. Donc on n'a plus de céphalisation, mais on aura quand même toujours une cérébralisation. Et enfin, donc du coup, les polychètes, eux, sont au niveau de la reproduction des animaux à sexe séparé, donc qui sont gonoporiques. Donc il va y avoir libération des gamètes en général dans le milieu extérieur, fécondation externe et formation d'une larve qui va être libérée dans le milieu extérieur aussi pour permettre la dissémination d'espèces. Les oligochètes et les érudinés sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils sont chacun mâle et femelle, mais ils doivent quand même s'accoupler pour échanger des gamètes. Il n'y a pas d'autofécondation, il y a une fécondation croisée, donc ça va permettre d'éviter la consanguinité, on va dire, on peut utiliser ce mot pour les animaux, mais ça va permettre d'éviter dérives génétiques. Alors au niveau de leur milieu de vie et de leur mode de vie, voilà un petit peu des exemples. Donc les polychètes, en général, ils sont marins. Donc la Néréis, elle est prédatrice et elle se déplace, donc elle est errante, prédatrice. Mais vous avez aussi des polychètes qui vivent de manière sédentaire.
Et donc ça va me permettre de vous présenter différents modes alimentaires. Donc les suspensivores, c'est comme par exemple les éponges, ce sont des animaux qui vont filtrer l'eau et récupérer les particules alimentaires qui sont dans l'eau. Donc par exemple la sabelle, le vert on ne le voit pas parce qu'il est dans le tube là. Et ça c'est un panache branchial, donc qui va permettre de respirer et qui va aussi fixer les particules alimentaires et les faire descendre dans la bouche qui serait ici en haut du tube. Vous avez les chétoptères aussi. Alors les chétoptères, ils vivent en tube, dans des tubes de sable, donc comme ça en U, et ils vont faire un flux d'eau dans ces U de sable. Donc l'eau rentre ici et sort ici, et elles vont utiliser en fait un mucus pour capter les proies, enfin capter les particules alimentaires, et elles vous amèneront ça ensuite à leur bouche. Donc ça c'est un mode de suspensivore. Après, vous avez les dépositivores. Alors, les dépositivores, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent par terre ce qui reste. Donc, ils vont ratisser le substrat avec des tentacules, par exemple. Et donc, ça peut être le sable, les fonds marins. Et ils vont y récupérer les particules alimentaires. Donc, là, vous voyez, vous avez un amphitrite. Donc, les parapodes sont moins visibles, hein, mais ils sont là. Et puis, donc, ils ont des petites tentacules qui vont leur permettre de capter le substrat. Et enfin, vous avez les psamnivores. Donc ils vont manger le sable. Donc la rhinicole dont je vous parlais, donc elle, voyez, elle vit dans le sable. Elle va donc manger le sable. Donc ça va faire une dépression du sable, en fait des petits creux à l'avant. Donc ces branchies sont là, donc on peut espérer que à mer basse, du coup les branchies soient toujours immergées. Même si l'eau descend jusqu'ici, les branchies seront toujours immergées. Et donc elles vont aspirer les sédiments et récupérer la matière organique à l'intérieur des sédiments, et elles vont rejeter les sédiments épurés de la matière organique sous forme de tortillons. Donc c'est ça qu'on voit lorsqu'on marche sur le sable. Alors au niveau des oligochètes, les oligochètes ils ont un rôle majeur au niveau des écosystèmes notamment terrestres, puisqu'ils vont permettre d'aérer les sols et de mélanger les sols entre le haut, les horizons supérieurs et les horizons inférieurs. Donc ça va permettre de mettre à disposition en fait ce qui a été déposé en surface, par exemple l'humus, le produit de dégradation des feuilles, ça va permettre de les amener en profondeur. Donc vous avez différents types de vers de terre. Donc vous avez les vers de terre qui sont les espèces épigées qui habitent dans la litière, c'est-à-dire dans les feuilles mortes, par exemple. Ensuite, vous avez des galeries un peu plus profondes, mais quand même qui restent superficielles, qui sont créées par des espèces endogées. Et enfin, donc ceux qui sont intéressants, c'est ceux qui vont en fait faire des va-et-vient entre les horizons supérieurs et les horizons inférieurs et mélanger du coup la terre, aérer la terre aussi. Et ben du coup, ça c'est les espèces anéciques. Donc, les vers de terre vont permettre de dégrader les débris végétaux, vont digérer ensuite les débris dégradés. Et comme ils rejettent en fait ces débris dégradés dans leur déjection, ils vont finalement amener ces déjections plus en profondeur, et grâce à ça, ils vont enfouir en fait les débris végétaux et permettre également d'aérer les sols en faisant leur galerie. Alors ensuite, vous avez des oligochètes qui vivent dans l'eau, hein, par exemple Tubifex, hein, ces petits animaux là. Alors Tubifex, si vous les voyez dans l'eau, c'est pas bon signe, parce que ce sont des espèces qui sont plutôt résistantes à la pollution et qu'on utilise comme bioindicateur de mauvaise qualité de l'eau. Et enfin, donc vous avez des hirudinés. Donc tous les hirudinés ne sont pas des ectoparasites, hein, il y en a qui sont prédateurs. Et donc les achaètes vivent soit en milieu aquatique, soit en milieu terrestre. Donc voici pour ce petit bilan sur les annélides. Donc je vous renvoie vraiment au travail pratique que vous avez effectué. Ici c'est vraiment un résumé, et donc pour avoir des images plus concrètes, vous avez le travail pratique et le tableau que vous avez construit. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.